Merci Madame la Présidente, merci les organisateurs, et puis merci aussi à Monsieur Cohen d'avoir accepté une petite permutation pour des questions d'horaire de train. Voilà, je suis effectivement philosophe de formation, et donc je m'intéresse aux argumentations qui sont mobilisées dans le champ de la réflexion sur la fin de vie. La méthode que je propose aujourd'hui d'esquisser devant vous, c'est de partir de l'histoire des idées pour interroger les arguments contemporains et voir s'ils ont une certaine résonance philosophique. Est-ce que des auteurs consacrés par la postérité ont déjà utilisé des arguments qui sont développés à notre époque, aussi bien par les citoyens dans les débats citoyens que par les patients dans leurs demandes aux médecins. Donc c'est une histoire des idées dialectisée par une série d'allers-retours avec notre actualité. Donc je vais commencer par Hippocrate, passage incontournable, même si ce n'est pas un philosophe stricto sensu, même s'il a quand même été philosophe. Et évidemment, il est connu pour être le père de la médecine. Alors je pense qu'il est incontournable parce que il est régulièrement mobilisé dans le débat sur la fin de vie aujourd'hui. Je cite l'extrait que vous connaissez du célèbre serment d'Hippocrate, entre le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. « Je ne remettrai à personne de poison si on m'en demande, ni ne suggérerai une telle initiative. » Alors, on peut se demander pourquoi Hippocrate a posé cet interdit. On peut, au risque de l'anachronisme, penser qu'Hippocrate avait le souci d'une certaine respectabilité, d'une certaine crédibilité des médecins. Il a perçu un risque, peut-être un risque symbolique, qui est que le médecin pourrait être de temps en temps au service de la vie du patient et dans d'autres circonstances au service de la mort, au moins en mettant le médecin résolument du côté de la vie, du soin. Le médecin était prémuni contre des suspicions concernant ses réelles intentions s'il donnait la mort du patient. Cet argument de brouillage symbolique, nous le retrouvons aussi dans les arguments contemporains. Il faut que le médecin, aux yeux de tous, soit très clairement au service de la vie, sinon il y a un coût symbolique qui sera lourd à porter pour la société. Alors, on pourrait faire le même constat concernant le suicide assisté, qui lui aussi a un coût symbolique, puisque le suicide demeure un acte contre lequel la société doit lutter par des politiques de prévention de la détresse humaine. Mais si on légalise le suicide assisté, évidemment, on admet l'idée d'un suicide rationnel avec ce coût symbolique de gestion d'une complexité nouvelle. Alors, malgré tout, le serment d'Hippocrate a été, dans certaines tribunes, dont une du journal Le Monde, critiqué parce qu'il représente un argument d'autorité. Finalement, nous sommes, nous, démocrates libéraux, à l'origine des normes auxquelles nous devons nous plier. On ne voit pas pourquoi on ferait référence à une autorité certes éminente, mais qui parle pour une société qui n'est plus la nôtre. Et puis, là, c'est un argument de moderne contre la tradition. Une quatrième élément que j'ai pu repérer dans les débats, toujours en lien avec Hippocrate, c'est que de toute façon, de fait, nous avons déjà relégué Hippocrate dans les poubelles du passé, puisque nous avons autorisé l'avortement, contre lequel il semble qu'Hippocrate ait émis de vives réserves. Alors je passe rapidement vers d'autres auteurs plus résolument philosophiques. Je voudrais dire un mot de Socrate, pour montrer que là encore, en relisant certains dialogues de Platon, on peut retrouver une certaine
on peut redynamiser notre lecture des débats contemporains. D'abord, dans l'apologie de Socrate, il y a une phrase qui est restée célèbre, l'une des plus célèbres de l'histoire de la philosophie. « Une vie sans examen, dit Socrate, n'est pas une vie digne d'être vécue. » Jamais personne n'avait dit ça. C'est un événement. Une vie sans examen n'est pas digne d'être vécue. Cette idée selon laquelle, par l'usage des fonctions supérieures, par l'usage de l'entendement, de la capacité réflexive, on donne du sens à sa vie, c'est un argument que nous entendons encore aujourd'hui. La maladie d'Alzheimer étant justement la faillite des maîtrises rationnelles de l'homme qui fait que la vie pourrait être considérée comme n'ayant plus de sens, plus d'intérêt. Un deuxième argument, quand Socrate, dans son procès, puisqu'il va être condamné à mort, condamné à boire la ciguë, les juges lui disent « Écoute, Socrate, nous allons t'acquitter, mais à une condition, il faut que tu te taises. » Et Socrate dit « Vous me demandez de ne plus être Socrate. Je ne peux pas renoncer à mon identité. J'ai toujours vécu à Athènes, sur l'Agora. J'ai participé à la vie de la cité. Et donc, on peut parler, comme Bernard Williams, d'une éthique de l'intégrité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'un individu peut vouloir plutôt la mort que d'être maintenu en vie ? Eh bien, le fait de ne plus pouvoir vivre comme il a toujours vécu. Et donc, me demander à moi, Socrate, de ne plus être Socrate, ce n'est pas une vie intéressante. Par ailleurs, Socrate avait le choix entre la ciguë et l'exil. Et dans Criton, il s'en défend en disant qu'il ne peut pas imaginer à 70 ans de refaire sa vie dans une autre cité. Je suis, dit-il, attaché à la cité d'Athènes comme le thon est attaché au flanc du cheval. Donc, être libre pour un grec, c'est participer aux affaires de la cité. Ce n'est pas un libre arbitre, un choix de changer sa vie. Et si on veut être un peu anachronique jusqu'au bout, je dirais que là, Socrate résume en termes de qualité de vie. Je préfère une vie plus courte, mourir à 70 ans, plutôt qu'une vie plus longue, mais dans une autre cité loin de chez moi. La bonne mort, c'est la mort auprès des siens, auprès de ses amis. Et Socrate a bu la ciguë entouré par ses amis. Et puis, dernier élément qui fait écho aussi à notre débat contemporain, c'est l'image de soi. Combien de fois entendons-nous des personnes en fin de vie dire « je veux que mes proches gardent une belle image de moi ». Eh bien, c'est un argument qu'on trouve aussi chez Socrate, dans le Criton, où il dit que ce serait de laisser une bien piètre image de lui-même à l'histoire que de dire qu'au moment où on se précipite pour lui faire boire la ciguë, il s'enfuit et il part dans une autre cité. Il en résulterait une image de Socrate qui serait brouillée. Alors, j'en ai quasiment terminé avec l'Antiquité parce que Platon et Aristote ont été peu diserts sur la question de la fin de vie. Il est d'ailleurs assez saisissant de voir que la fin de vie n'intéresse pas les Grecs. L'euthanasie est un concept très récent, il date du XVIIe siècle, il a été forgé par Francis Bacon. Platon, une fois, aborde cette question du rapport entre les dieux et les hommes. Il dit qu'on ne peut pas disposer de sa vie puisque c'est la divinité. J'allais dire une transcendance, mais le mot ne convient pas pour la culture grecque. Mais la vie est une forme de transcendance, entre guillemets, qui fait que je ne peux pas en disposer. Alors cet argument, il a encore une résonance dans certaines sensibilités à notre époque, mais il sera taxé de théologique. Et dans une société laïque, sécularisée, ce sera un argument qu'on aura
beaucoup de mal à retrouver dans un débat sur la fin de vie, et encore moins dans les hémicycles de l'Assemblée nationale ou du Sénat. L'argument de la sacralité de la vie, d'ailleurs, a été critiqué aussi par Peter Singers, le philosophe australien utilitariste, qui soupçonne aussi la notion de dignité d'être une forme aussi de manière de réintroduire sous une forme laïcisée cette impossibilité de disposer de soi, donc de rester quand même dans cette tradition théologique de Platon à Saint-Augustin, la dignité étant un concept qu'on pourrait mobiliser pour réduire le périmètre des libertés individuelles. Alors, il n'y a pas grand-chose non plus chez Aristote. Il y a quand même une condamnation morale du suicide qui est intéressante. Dans Éthique à Eudème, qui n'est pas un ouvrage majeur pour la postérité, Aristote condamne celui qui se résout au suicide au nom de ce qu'on va appeler plus tard une éthique des vertus. L'être humain a des dispositions à développer, à actualiser, qui sont là en puissance, des vertus qui vont donner à sa vie un sens, la plénitude ontologique. Et parmi ces vertus qu'il faut développer, il y a le courage. Alors le courage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte la vie, et la vie c'est tout compris. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais finir mal, dans la souffrance. Il y a un risque, mais justement, l'homme courageux est celui qui va au-devant du risque, au-devant de la souffrance, au-devant de la mauvaise mort, la dysthanasie. Et donc, Aristote dit que finalement, celui qui veut se suicider, c'est celui qui est lâche, en fin de compte, qui n'accepte pas la perspective de la souffrance et de la mort. Alors ça, c'est un argument qu'on ne retrouve plus dans nos débats contemporains, mais malgré cela, je pense qu'il y aurait une piste à creuser dans la mesure où le suicide reste un terme très péjoratif aujourd'hui. Preuve en est que certains lui préfèrent l'autodélivrance. Un terme péjoratif probablement parce que cette condamnation morale du suicide, elle a pu traverser les siècles et qu'aujourd'hui encore, la notion de suicide évoque une culpabilité, un malaise, quelque chose qui pose un problème moral. Du reste, dans un sondage récent, un sondage auprès de l'opinion française, la plupart des gens sont favorables à l'euthanasie, ça on le sait, c'est pas nouveau, mais ils préfèrent l'euthanasie plutôt que le suicide. Parce que le suicide, il y a quelque chose qui moralement pose problème. On pourrait aussi voir qu'on est dans une situation de renversement complet par rapport à Aristote, puisque pour Aristote, c'est une lâcheté que de se suicider. Et aujourd'hui, on a une forme de lâcheté nouvelle qui est que je n'ai pas envie de me suicider, c'est-à-dire je vais demander à autrui de faire un acte que moi-même je pourrais réaliser. Détruire la vie, mettre fin à la vie est un acte difficile, et cette difficulté, je préfère la confier à un tiers, à un professionnel de santé, plutôt que de l'accomplir moi-même. Alors, pour terminer, il me reste 5 minutes. Hein, je voudrais dire un mot de l'époque contemporaine. Vous savez que Kant a développé cet argument de condamnation morale du suicide. Nous ne pouvons pas adopter pour maxime « si tu souffres, alors il t'est permis de te tuer », parce que cette maxime n'est pas universalisable, et ça c'est le fondement de la morale chez Kant. Je peux prendre exemple sur celui qui fait l'effort de persévérer dans l'être, de prendre soin de sa vie et de son corps alors même qu'il a perdu le goût de la vie. Ça, c'est un acte moral méritoire pour Kant. En revanche, il condamne comme n'étant pas universalisable le principe de se donner la mort quand nous avons perdu le goût de vivre. Mais Kant va être emporté par la tempête qu'il a lui-même favorisée, par sa consécration de l'autonomie de la volonté qu'il consacre comme étant
la clé de voûte de la moralité. L'autonomie de la volonté, c'est la clé de voûte de la moralité. Et là, cette autonomie de la volonté, elle signe le coup d'envoi de la modernité qui n'aura de cesse de développer cette idée des droits de l'homme. Vous savez que Kant faisait de Rousseau le Newton de la morale, mais on peut se demander si Rousseau n'était pas le Newton du libéralisme politique, le Newton de la politique, parce que Rousseau écrit au début du contrat social, tous les hommes naissent libres, mais partout ils sont dans les fers. Et on lit l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Rousseau, d'ailleurs, sera admis au Panthéon en 1794. Donc ici, c'est un changement de civilisation qui va rendre possible un droit à mourir. Pour comprendre d'où vient la demande du droit à mourir, je crois qu'il faut revenir à la modernité, parce qu'il y a tout dans le programme de la modernité. Il y a l'article 1, tous les hommes naissent libres et égaux en droit, les droits de l'homme qui se substituent aux devoirs envers Dieu. Et il y a l'article 4, qu'est-ce que c'est que la liberté ? La liberté se définit comme la possibilité de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les libertariens ne diront pas autre chose. Et je crois qu'on a mis 200 ans à déplier ce qui gisait à l'état enveloppé dans la Déclaration des droits de l'homme. On a mis énormément de temps à appliquer le programme des modernes qui eux-mêmes n'avaient pas à l'esprit, n'imaginaient pas tout ce qu'on allait pouvoir en sortir, et en particulier les libertés privées. Je disais tout à l'heure, je terminerai là, que Socrate, lui, n'imagine pas aller dans une autre cité en exil parce que pour lui, être libre, c'est participer aux affaires de la cité. C'est une liberté publique. Mais la Déclaration des droits de l'homme, elle promeut une liberté complètement inédite, jamais vue. L'homme naît libre avant la politique, avant la société, avant même les parents, l'éducation. Vous êtes déjà libre. C'est une liberté métaphysique qui ne se limite pas aux libertés publiques, comme le montre le titre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Autrement dit, on ne se réduit pas aux citoyens, on a aussi une vie privée, une vie intime. Et donc, pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, c'est là que je voudrais conclure, nous sommes toujours dans cette logique civilisationnelle de la modernité dont le libéralisme politique a jeté les bases il y a 250 ans. Voilà, j'espère avoir pu vous convaincre que l'histoire des idées peut être un outil méthodologique pour produire de nouvelles connaissances. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Milena ? Merci beaucoup. Moi, j'ai une question concernant votre lecture d'Hippocrate, parce que vous présentez Hippocrate comme résolument pour la vie, mais je me demande aujourd'hui quel serait le sens d'un engagement pour la vie, parce que justement, comme ce que vous disiez, c'est que dans la modernité, ce qui prévaut sur la vie, c'est la notion de personne. Donc, en fait, ce qui est attendu, c'est que le médecin soit résolument pour la personne. Et effectivement, cette personne, elle peut être vivante, mais ce qui prévaut chez la personne, c'est sa volonté. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout un système culturel qui montre d'ailleurs que notre liberté, notre intimité, elle est en résonance nécessairement avec le contexte culturel et social dans lequel on vit. Mais donc finalement, ce qui est plutôt frappant, je trouve, c'est ce décalage extrêmement fort, parce qu'un décalage qu'on pourrait appeler culturel ou civilisationnel, entre des périodes où le sens de la mort se transforme profondément. Alors,
Je ne crois pas que Hippocrate se positionnait comme défenseur de la vie, en tout cas pas directement. Il me semble que le contexte dans lequel il a fait émerger l'idée d'une médecine rationnelle et crédible, c'est une époque de charlatanisme. Comment donner à la médecine une certaine respectabilité, une certaine crédibilité sociale. Et il y a bien sûr, surtout, il ne faut pas que le médecin puisse donner la mort parce que ça va jeter la suspicion, mais on peut penser même à cet autre énoncé du serment: je tairai tous les secrets qui m'auront été confiés, je ne rapporterai pas ce que j'ai entendu dans les chaumières. Alors nous, avec notre prisme moderne, on pourrait croire qu'il défend les droits de l'individu, mais en réalité, il défend la condition de possibilité d'un diagnostic. Si je révèle les secrets qui me sont confiés, il n'y a plus de diagnostic, donc il n'y a plus de médecine. Et c'est pour ça que le rapprochement qu'on fait entre le serment d'Hippocrate et la déontologie médicale ignore ce que vous avez très bien dit, c'est-à-dire un changement de paradigme complet. Et ça m'amuse un peu toujours de voir dans les séances de thèse le nouveau néo-médecin qui, devant l'effigie d'Hippocrate, lève la main en disant, sous le regard d'Hippocrate, je respecterai l'autonomie de la volonté du patient. Bonjour, merci beaucoup. Moi aussi, je m'intéresse aux histoires des idées et donc à toute la question sur la valeur de la vie. Et donc, j'avais quelques remarques, précisions à faire. Donc, déjà, les serments d'Hippocrate, on doute que ce soit d'Hippocrate, mais c'est plutôt des pythagoriciens, on dirait. Et donc, cela change déjà en fonction du contexte social. Donc, c'est déjà une chose. Et plutôt, pourquoi il y avait, on reprend aujourd'hui Hippocrate qui serait contre l'euthanasie, c'était plutôt la question de la réputation du médecin, comme vous venez de préciser. C'était pas vraiment, mais était un bon médecin. Si on voyait que quelqu'un mourait, en gros, n'était pas un bon médecin. C'était vraiment une question de réputation. Et après, je voulais revenir aussi sur la question de la sacralité de la vie, parce que vous avez cité Peter Singer. Et Peter Singer, en effet, cette opposition de la sacralité de la vie, considérée comme une idée catholique, c'est quand même émergé, c'est assez récente. Et il faut savoir qu'en effet, alors, c'est que moi je considère les premiers débats sur l'euthanasie, en 1860, il y avait cette idée de sacralité de la vie utilisée en faveur de l'euthanasie. Et donc, qu'est-ce que c'était? Le problème n'était pas sacralité ou pas sacralité, mais c'était la sacralité de la personnalité humaine. Donc, ce qui comptait n'était pas la simple existence, mais plutôt le fait de la personne humaine. Donc, voilà, je voulais juste revenir sur ça. Et de même, sur toute cette histoire des idées, même Kant, là, qu'on les reprend tout le temps sur les débats sur l'euthanasie, et même Kant, finalement, si on revoit les leçons d'éthique, Kant précise que celui qu'il est préférable de sacrifier sa vie plutôt que de perdre sa moralité. Donc on voit que tous ces philosophes qu'on reprend aujourd'hui dans les débats contemporains, il y a différentes versions et il y a toutes des histoires qu'il faut essayer de relire dans un contexte et dans une généalogie de comme ces oppositions qu'aujourd'hui on utilise dans les débats contemporains, en effet, il y a toute une généalogie et comme les termes ont changé au prix des valeurs différentes. Mais en tout cas, c'est vrai, en 1860, toutes les oppositions qu'aujourd'hui on cite existaient déjà. Oui. Voilà, je vous remercie parce que vous allez un peu dans mon sens. Puisque ce sera peut-être ma dernière intervention, je voudrais dire que ce soit du côté de Kant ou des utilitaristes, il y a des garde-fous qui peuvent réguler peut-être notre libéralisme échevelé qui peut nous emporter vers un individualisme radical. D'abord, Kant dit bien que l'homme doit être considéré comme une fin en soi et jamais comme un simple moyen. On pourrait revisiter cette thèse en disant que, attention à ce que, justement, pour faire des économies, par exemple, même si c'est inconscient, mais on pourrait considérer que le droit de mourir pourrait être aussi un moyen au service d'une fin qui serait tout autre, à savoir réduire la population des personnes âgées, très, très âgées, parfois même les too old, les trop vieux. Et puis les utilitaristes, je pense aussi, ont proposé un cran d'arrêt qui me paraît porteur, qui est
réduire la plus grande quantité de souffrance pour le plus grand nombre de personnes. Je pense notamment au débat sur l'aide au suicide, vers lequel il semblerait qu'on s'oriente en France, de préférence à l'euthanasie. Est-ce que nous allons accepter la demande d'aide à mourir, la demande de suicide d'un patient, alors même que sa famille n'est pas adhérente à cette décision? Est-ce que la médecine va accepter de réduire une souffrance en générant d'autres souffrances, ses frères, ses sœurs, ses parents, ses enfants? Là, un utilitariste pourrait réguler cette liberté individuelle et dire je considère qu'il y a un calcul à faire et je vais demander aux gens de se mettre autour d'une table parce que je ne vais pas pouvoir supprimer la souffrance d'un individu en générant une souffrance dans son entourage. Merci Pierre d'avoir rappelé ce chemin philosophique. Merci d'avoir cité Montesquieu. Peut-être qu'on pourrait aussi parler de l'opposition qu'il avait avec Condorcet, parce que Montesquieu, les lois sont justes parce qu'elles les lois sont lois parce qu'elles sont justes, et c'est pas elles sont et que donc les lois doivent se baser sur les us et coutumes des peuples et donc doivent être adaptées à chacun. Par rapport à Condorcet, qui lui disait la raison est une, donc la loi doit être une et la même pour tous, quoi. Et donc on a une sorte d'opposition entre les élites et le peuple, parce que les élites sont du côté de Montesquieu, tandis que le peuple, lui, il veut Condorcet, parce que c'est l'égalité pour tous, quoi. Et donc on est dans une sorte de risque de doxa, qui montre que le débat que l'on a, enfin que la modernité de notre débat que l'on a, il a des racines qui sont très profondes. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, le libéralisme politique a rendu le libéralisme politique, ce sera ma dernière intervention, a rendu possible le libéralisme économique. Le libéralisme économique, c'est laisser faire, laisser passer. Et ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est ce que constatait Auguste Comte, c'est que la société civile, par les contrats, par les passions, les intérêts, progresse, génère, est créative, inventive, alors que le politique piétine. Et ça fait que la société va être du côté du progrès, alors que le politique, lui, est du côté du statique, de l'immobile, du stérile. Et ce qui fait que je crois qu'historiquement, on est aujourd'hui dans un laisser-faire, laisser-passer, appliqué aussi au domaine juridique. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Juste peut-être, l'Association pour le droit de mourir la dignité nous dit nous avons plusieurs manières de mourir. Il y a ceux qui veulent mourir dans la dignité en étant euthanasiés, il y a ceux qui préfèrent le suicide assisté, il y a ceux qui veulent la sédation, il y a ceux qui veulent souffrir pour s'identifier à Jésus-Christ sur la croix. Et voilà, est libre tout ce qui ne nuit pas à autrui. C'est-à-dire que la société, c'est peut-être un danger. Individualisme pourrait atomiser les libertés individuelles et on perdrait à ce moment-là le commun.